Boutemont, ce jour-là, arriva le premier chez madame Desforges au thé de 4 heures. Seul encore dans son grand salon Louis XVI, dont les cuivres et la brocatelle avaient une gaieté claire, celle-ci se leva d'un air d'impatience. « Eh bien, quand je lui ai dit que je monterais sans doute vous saluer, il m'a formellement promis de venir, » répondit le jeune homme. « Vous lui avez fait entendre que je comptais sur le baron aujourd'hui ? » ?»« Sans doute. C'est cela qui a paru le décider. » Il parlait de Mouret. L'année précédente, ce dernier s'était pris d'une brusque tendresse pour Boutemont, au point de l'admettre dans ses plaisirs, et même il l'avait introduit chez Henriette, heureux d'avoir un complaisant à demeure qui égayait un peu une liaison dont il se fatiguait. C'est ainsi que le premier à la soie avait fini par devenir le confident de son patron et de la jolie veuve. Ils faisaient leurs petites commissions, causaient de l'un avec l'autre, les raccommodaient parfois. Henriette, dans les crises de jalousie, s'abandonnait à une intimité dont il restait surpris et embarrassé, car elle perdait ses prudences de femme du monde, mettant son art à sauver les apparences. Elle s'écria violemment « Il fallait l'amener, j'aurais été sûre. »« Dame, dit-il avec un rire bon garçon, ce n'est pas ma faute s'il échappe toujours à présent. »« Oh, il m'aime bien quand même, sans lui j'aurais du mal là-bas. » En effet, sa situation au bonheur des dames était menacée depuis le dernier inventaire. Il avait eu beau prétexter la saison pluvieuse, on ne lui pardonnait pas le stock considérable des soies de fantaisie, et comme Hutin l'exploitait l'aventure, le minait auprès des chefs avec un redoublement de rage sournoise, il sentait très bien le sol craquer sous lui. Mouret l'avait condamné, ennuyé sans doute maintenant de ce témoin qui le gênait. Mais selon son habituelle tactique, il poussait Bourdoncle en avant. C'était Bourdoncle et les autres intéressés qui exigeaient le renvoi à chaque conseil, tandis que lui résistait, disait-il, défendait son ami énergiquement au risque des plus gros embarras. « Enfin, je vais attendre, » reprit madame Desforges. « Vous savez que cette fille doit être ici à 5 heures ? Je veux les mettre en présence. Il faut que j'aie leur secret. » Et elle revint sur ce plan médité. Elle répéta, dans sa fièvre, qu'elle avait fait prier madame Aurélie de lui envoyer Denise pour voir un manteau qui allait mal. Quand elle tiendrait la jeune fille au fond de sa chambre, elle trouverait bien un moyen d'appeler Mouret, et elle agirait ensuite. Boutemont, assis en face d'elle, la regardait de ses beaux yeux rieurs, qu'il tâchait de rendre graves. Ce joyeux compère à la barbe d'un noir d'encre, ce noceur braillard dont le sang chaud de Gascon empourprait la face. « Voyons, se hasarda-t-il à dire enfin, qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque je vous jure qu'il n'y a absolument rien entre eux ?»« Justement, cria-t-elle, il l'aime, celle-là. Je me moque des autres, de simples rencontres, des hasards d'un jour. » Elle parla de Clara avec dédain. On lui avait bien dit que Mouret, après les refus de Denise, s'était rejeté sur cette grande rousse. D'ailleurs, depuis près de 3 mois, il menait une vie de terrible plaisir, semant l'argent avec une prodigalité dont on causait. Il avait acheté un hôtel à une rouleuse de coulisses. « C'est la faute de cette créature, » répétait Henriette. « Je sens qu'il se ruine avec d'autres parce qu'elle le repousse. Du reste, que m'importe son argent ? Je l'aurais mieux aimé pauvre. Vous savez comme je l'aime. Vous qui êtes devenu notre ami. » Elle s'arrêta, étranglée, près d'éclater en larmes, et d'un mouvement d'abandon, elle lui tendit les 2 mains. C'est vrai, elle adorait Mouret pour sa jeunesse et ses triomphes. Mais à la pensée de le perdre, elle entendait aussi sonner le glas de la quarantaine. Elle se demandait avec terreur comment remplacer ce grand amour. « Oh, je me vengerai, murmura-t-elle, je me vengerai s'il se conduit mal. » Boutemont lui tenait toujours les mains. Elle était encore belle. Ce serait seulement une maîtresse gênante et il n'aimait guère ce genre-là. La chose pourtant méritait réflexion. Il y aurait peut-être intérêt à risquer des ennuis. « Pourquoi ne vous établissez-vous pas ?» dit-elle tout d'un coup en se dégageant. Il demeura étonné, puis il répondit « Mais il faudrait des fonds considérables. L'année dernière, une idée m'a bien travaillé la tête. Je suis convaincue qu'on trouverait encore dans Paris la clientèle d'un ou 2 grands magasins. Seulement, il faudrait choisir le quartier. Le Bon Marché à la rive gauche, le Louvre tient le centre.
Nous accaparons au bonheur les quartiers riches de l'Ouest. Reste le Nord, où l'on pourrait créer une concurrence à la place Clichy. Et j'avais découvert une situation superbe près de l'opéra. Eh bien ? Il se mit à rire bruyamment. Imaginez-vous que j'ai eu la bêtise de parler de cela à mon père. Oui, j'ai été naïf, assez naïf pour le prier de chercher des actionnaires à Toulouse. Et il conta gaiement la colère du bonhomme, enragé contre les grands bazars parisiens, du fond de sa petite boutique de province. D'ailleurs, conclut le jeune homme, il faudrait des millions. Et si on les trouvait, dit simplement madame Desforges. Il la regarda, subitement sérieux. N'était-ce qu'une parole de femme jalouse ? Mais elle ne lui laissa pas le temps de la questionner. Elle ajouta « Enfin, vous savez combien je m'intéresse à vous. Nous en recauserons. » Le timbre de l'antichambre avait retenti. Elle se leva, et lui-même, d'un mouvement instinctif, recula sa chaise, comme si déjà l'on pût les surprendre. Un silence régna dans le salon aux tentures riantes, garni d'une telle profusion de plantes vertes qu'il y avait comme un petit bois entre les deux fenêtres. Debout, l'oreille vers la porte, elle attendait. « C'est lui !» murmura-t-elle. Le domestique annonça. « Monsieur Mouret, monsieur de Valagnosc. » Elle ne put retenir un geste de colère. Pourquoi ne venait-il pas seul ? Il devait être allé chercher son ami dans la crainte d'un tête-à-tête possible. Puis elle eut un sourire. Elle tendit la main aux deux hommes. « Comme vous devenez rare, je dis cela aussi pour vous, monsieur de Valagnosc. »« Il est inutile de vous demander de vos nouvelles, vous êtes fraîche comme une rose. »« Oh, je me porte bien, répondit-elle. Du reste, j'aurais pu mourir, vous n'en auriez rien su. »« Eh bien, reprit-elle d'un ton qu'elle tâcha de rendre plaisant, je ne vous rendrai pas votre flatterie. Vous n'avez guère bonne mine ce soir. »« Le travail, dit Valagnosc. Mouret eut un geste vague, sans répondre. Il venait d'apercevoir Boutemont. Il lui adressait un signe amical de la tête. Au temps de leur grande intimité, il l'enlevait lui-même au rayon et l'amenait chez Henriette, pendant le gros travail de l'après-midi. Mais les temps étaient changés. Il lui dit à demi-voix : « Vous avez filé de bonne heure. Vous savez qu'ils se sont aperçus de votre sortie, et ils sont furieux là-bas. » Il parlait de Bourdoncle et des autres intéressés, comme s'il n'avait pas été le maître. « Ah !» murmura Boutemont, inquiet. « Oui, j'ai à causer avec vous. Attendez-moi, nous nous en irons ensemble. » Cependant, Henriette s'était assise de nouveau, et tout en écoutant Valagnosc, qui lui annonçait la visite probable de madame de Boves, elle ne quittait pas Mouret des yeux. Celui-ci, devenu muet, regardait les meubles, semblait chercher au plafond. Et puis, comme elle se plaignait en riant de n'avoir plus que des hommes à son thé de 4 heures, il s'oublia jusqu'à lâcher cette phrase. « Je croyais trouver le baron Hartmann. » Henriette avait pâli. Sans doute elle savait qu'il venait chez elle uniquement pour s'y rencontrer avec le baron. Mais il aurait pu ne pas lui jeter ainsi son indifférence à la face. Justement, la porte s'était ouverte et le domestique se tenait debout derrière elle. Quand elle l'eut interrogé d'un mouvement de tête, il se pencha, il lui dit très bas : « C'est pour le manteau. Madame m'a recommandé de la prévenir. La demoiselle est là. » Alors elle haussa la voix, de façon à être entendue. Toute sa souffrance jalouse se soulagea dans ces mots, d'une sécheresse méprisante. « Qu'elle attende !»« Faut-il la faire entrer dans le cabinet de madame ?»« Non, 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 qu'elle reste dans l'antichambre. » Et quand le domestique fut sorti, elle reprit tranquillement sa conversation avec Valagnosc. Presque aussitôt, la porte se rouvrit et 2 dames furent introduites. « Imaginez-vous, dit madame Marty, je descendais de voiture lorsque j'ai vu arriver madame de Boves sous les arcades. »« Oui, expliqua celle-ci, il fait beau, et comme mon médecin veut toujours que je marche. » Et puis, après un échange général et de poignées de main, elle demanda à Henriette : « Vous prenez donc une nouvelle femme de chambre ?»« Non, répondit celle-ci étonnée. Pourquoi ? » ?»« Mais c'est que je viens de voir dans l'antichambre une jeune fille. » Henriette l'interrompit en riant. « N'est-ce pas ? Toutes les filles de boutique ont l'air de femmes de chambre. Oui, c'est une demoiselle qui vient pour corriger un manteau. » Mouret la regarda fixement, effleuré d'un soupçon. Elle continuait avec une gaieté forcée.
Elle racontait qu'elle avait acheté cette confection au Bonheur des Dames la semaine précédente. « Tiens, dit madame Marty, ce n'est donc plus Sauveur qui vous habille ?»« Si, ma chère, seulement j'ai voulu faire une expérience. Et puis, j'ai été assez satisfaite d'un premier achat. Mais cette fois, ça n'a pas réussi du tout. Vous avez beau dire, on est fagoté dans vos magasins. Oh, je me gêne pas, je parle devant monsieur Mouret. » Mouret ne défendait pas sa maison, les yeux toujours sur elle, se rassurant, se disant qu'elle n'aurait point osé. Et ce fut Boutemont qui dut plaider la cause du bonheur. « Si toutes les femmes du beau monde qui s'habillent chez vous s'en vantaient, répliqua-t-il gaiement, vous seriez étonnés de notre clientèle. Commandez-nous un vêtement sur mesure, il vaudra ceux de Sauveur, et vous le payerez la moitié moins cher. Mais voilà, c'est justement parce qu'il est moins cher qu'il est moins bien. »« Alors, elle ne va pas, cette confection ?» reprit madame de Boves. « Maintenant, je reconnais la demoiselle. Il fait un peu sombre dans votre antichambre. »« Oui, ajouta madame Marty, je cherchais où j'avais déjà vu cette tournure. Eh bien, allez, ma chère, ne vous gênez pas avec nous. » Henriette eut un geste de dédaigneuse insouciance. « Oh, tout à l'heure, rien ne presse. »« Monsieur le baron Hartmann, » annonça le domestique. Henriette remarqua de quelle heureuse poignée de main Mouret accueillit le nouveau venu. Celui-ci salua ces dames, regarda le jeune homme de l'air fin qui éclairait par moments sa grosse figure alsacienne. « Toujours dans les chiffons, » murmura-t-il avec un sourire. Et puis, en familier de la maison, il se permit d'ajouter « Il y a une bien charmante jeune fille dans l'antichambre. Qui est-ce ?»« Oh, personne, » dit madame Desforges de sa voix mauvaise. « Une demoiselle de magasin qui attend. » Mais la porte restait entr'ouverte, le domestique servait le thé, il sortait, rentrait de nouveau, posait sur le guéridon le service de Chine, puis des assiettes de sandwich et des biscuits. Chaque fois que la porte s'ouvrait, on apercevait un coin obscur de l'antichambre, éclairé seulement par des vitres dépolies. Là, dans le noir, une forme sombre apparaissait, immobile et patiente. Denise se tenait debout. Il y avait bien une banquette recouverte de cuir, mais une fierté l'en éloignait. Elle sentait l'injure. Depuis une demi-heure, elle était là, sans un geste, sans un mot. Ces dames et le baron l'avaient dévisagée au passage. Maintenant, les voix du salon lui arrivaient par bouffées légères. Tout ce luxe aimable la souffletait de son indifférence. Et elle ne bougeait toujours pas. Brusquement, dans l'entrebâillement de la porte, elle reconnut Mouret. Lui venait enfin de la deviner. « Est-ce une de vos vendeuses ?» demandait le baron Hartmann. Mouret avait réussi à cacher son grand trouble. L'émotion fit seulement trembler sa voix. « Sans doute, mais je ne sais laquelle. »« C'est la petite blonde des confections, » se hâta de dire madame Marty. « Celle qui est seconde, je crois. » Le baron revint avec malice sur les demoiselles des grands magasins. Il affectait de vouloir s'instruire. Il posait des questions. D'où venaient-elles en général? Avaient-elles d'aussi mauvaises mœurs qu'on le disait? Mouret défendait leur vertu avec une conviction qui faisait rire Valagnosc. Alors Boutemont intervint pour sauver son chef. Mon Dieu, il y avait un peu de tout parmi elles, des coquines et de braves filles. Maintenant, des familles de la rue de Sèvres, par exemple, élevaient positivement leurs gamines pour le bon marché. Elles n'étaient pas comme les ouvrières du pavé parisien, obligées de se nourrir et de se loger. Elles avaient la table et le lit. Leur existence se trouvait assurée. Une existence très dure, sans doute. « Moi, » dit madame de Boves, « je ne connais pas de créature plus désagréable. » C'était une jalousie maussade des vendeuses contre les clientes bien mises, les dames dont elles s'efforçaient de copier les allures, et une jalousie encore plus aigre des clientes mises pauvrement, des petites bourgeoises contre les vendeuses. « Laissez donc, » conclut Henriette, « toutes des malheureuses à vendre, comme leurs marchandises. » Mouret eut la force de sourire. Le baron l'examinait, touché de sa grâce à se vaincre. Aussi détourna-t-il la conversation, en reparlant des fêtes données au roi de Prusse. Elle serait superbe, tout le commerce parisien allait en profiter. Henriette se taisait, semblait rêveuse, partagée entre le désir d'oublier davantage Denise dans l'antichambre et la peur que Mouret, prévenu maintenant, ne s'en allât. Aussi,
finit-elle par quitter son fauteuil. Elle se leva, prit la théière, emplit les tasses. Henriette s'était tournée vers le baron Hartmann. « Vous restez bien quelques minutes ?» Oui, j'ai à causer avec M. Mouret. Nous allons envahir votre petit salon. Alors, elle sortit, et sa robe de soie noire contre la porte eut un frôlement de couleuvres, filant dans les broussailles. Tout de suite, le baron manœuvra pour emmener Mouret en abandonnant ses dames à Boutemont et à Valagnosc. Puis ils causèrent devant la fenêtre du salon voisin, debout, baissant la voix. C'était toute une affaire nouvelle. Depuis longtemps, Mouret caressait le rêve de réaliser son ancien projet, l'envahissement de l'îlot antillais par le bonheur des dames. Mais jusque-là, il s'était heurté contre l'entêtement du crédit immobilier, qui tenait à sa première idée d'élever le long du terrain en bordure une concurrence au Grand Hôtel. Les plans étaient prêts, on attendait seulement le déblaiement de la rue du 10 décembre pour creuser les fondations. Enfin, dans un dernier effort, Mouret avait presque convaincu le baron Hartmann. « Eh bien, commença celui-ci, nous avons eu hier un conseil, et je suis venu pensant vous rencontrer et désireux de vous tenir au courant. Il résiste toujours. » Le jeune homme laissa échapper un geste nerveux. « Ce n'est pas raisonnable. Que disent-ils ?»« Mon Dieu, ils disent que... ce que je vous ai déjà dit moi-même, ce que je pense encore un peu. Votre façade n'est qu'un ornement. Les nouvelles constructions n'agrandiraient que d'1/10 la superficie de vos magasins, et c'est jeter de bien grosses sommes dans une simple réclame. » Du coup, Mouret éclata. « Une réclame. En tout cas, celle-ci sera en pierre, et elle vous enterrera tous. Comprenez donc que ce sont nos affaires décuplées. En 2 ans, nous rattraperons l'argent. Qu'importe ce que vous appelez du terrain perdu, si ce terrain nous rend un intérêt énorme. Vous verrez la foule, quand notre clientèle n'étranglera plus dans la rue Neuve-Saint-Augustin, et quand elle pourra librement se ruer par la voie large où 6 voitures glisseront à l'aise. »« Sans doute, reprit le baron en riant, mais vous êtes un poète dans votre genre, je vous le répète. Ces messieurs estiment qu'il y aurait danger à élargir encore vos affaires. Ils veulent avoir de la prudence pour vous. »« Comment, de la prudence ? Je ne comprends plus. Est-ce que les chiffres ne sont pas là et ne démontrent pas la progression constante de notre vente ?» Il élevait la voix, tapant les doigts de sa main droite sur la paume de sa main gauche, abattant les millions comme il aurait cassé des noisettes. Le baron l'interrompit. « Je sais, mais vous n'espérez peut-être pas monter toujours ainsi. »« Pourquoi pas ?» dit Mouret naïvement. « Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Le capital peut passer 15 fois. Ensuite, nous trouverons un truc pour le faire passer davantage. Alors, vous finirez par boire l'argent de Paris comme on boit un verre d'eau. Sans doute. Est-ce que Paris n'est pas aux femmes, et les femmes ne sont-elles pas à nous ?» Le baron lui posa les 2 mains sur les épaules, le regarda d'un air paternel. « Tenez, vous êtes un gentil garçon, je vous aime. On ne peut pas vous résister. Nous allons piocher l'idée sérieusement, et j'espère leur faire entendre raison. Jusqu'à présent, nous n'avons qu'à nous louer de vous. Les dividendes stupéfient la bourse. Vous devez être dans le vrai. Il vaut mieux mettre encore de l'argent dans votre machine que de risquer cette concurrence au Grand Hôtel qui est hasardeuse. » L'excitation de Mouret tomba. Il remercia le baron, mais sans y mettre son élan d'enthousiasme habituel. Et celui-ci le vit tourner les yeux vers la porte de la chambre voisine, repris de la sourde inquiétude qu'il cachait. Cependant, Valagnosc s'était approché, en comprenant qu'il ne causait plus affaire. Il se tint debout près d'eux, écouta le baron qui murmurait de son air galant d'ancien viveur. « Dites, je crois qu'elle se venge. »« Qui donc ?» demanda Mouret embarrassé. « Mais les femmes. Elle se lasse d'être à vous, et vous êtes à elle, mon cher. Juste retour. » Il plaisanta, il était au courant des amours bruyantes du jeune homme. L'hôtel acheté à la rouleuse de coulisses. « Mon Dieu !» finit par confesser Mouret. « L'argent est bête si on ne le dépense pas. » « Ça, je vous approuve, » reprit le baron. « Amusez-vous, mon cher, ce n'est pas moi qui vous ferai de la morale, ni qui tremblerai pour les gros intérêts que nous vous avons confiés. » Il s'arrêta, son rire devint triste. D'anciennes peines passaient dans l'ironie de son scepticisme. Il avait suivi le duel d'Henriette et de Mouret, en curieux que les batailles du cœur passionnaient encore chez les autres. Et il sentait bien que la crise était venue. Il devinait le drame, au courant de l'histoire de cette Denise qu'il avait vue dans l'antichambre. « Oh,
Quant à souffrir, ce n'est pas dans ma spécialité, dit Mouret d'un ton de bravade. Le baron le regarda quelques secondes en silence. Sans vouloir insister, il ajouta lentement « Ne vous faites pas plus mauvais que vous n'êtes. Vous y laisserez autre chose que votre argent. Oui, vous y laisserez votre chair, mon ami. » Et juste à ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Mouret, qui allait répondre, eut un léger sursaut. Les trois hommes se tournèrent. C'était madame Desforges, l'air très gai, allongeant seulement la tête, appelant d'une voix pressée « Monsieur Mouret, monsieur Mouret !» Et puis, quand elle les aperçut, « Oh, messieurs, permettez, j'enlève monsieur Mouret pour une minute. C'est bien le moins, puisqu'il m'a vendu un manteau affreux. Qu'il me prête ses lumières. Cette fille est une sotte, elle n'a pas une idée. Voyons, je vous attends. » Il hésitait, combattu, reculant devant la scène qu'il prévoyait, mais il dut obéir. Le baron lui disait de son air paternel et railleur à la fois « Allez, allez donc, mon cher, madame a besoin de vous. » Alors Mouret la suivit. La porte retomba, et il crut entendre le ricanement de Valagnosc, étouffé par les tentures. D'ailleurs, il était à bout de courage. Depuis qu'Henriette avait quitté le salon, et qu'il savait Denise au fond de l'appartement, entre des mains jalouses, il éprouvait une anxiété croissante, un tourment nerveux. Que pouvait inventer cette femme pour la torturer ? Et tout son amour, cet amour qui le surprenait encore, allait à la jeune fille, ainsi qu'un soutien et une consolation. Jamais il n'avait aimé ainsi, avec ce charme puissant dans la souffrance. Ces tendresses d'homme affairé, Henriette elle-même, si fine, si jolie, et dont la possession flattait son orgueil, n'était qu'un agréable passe-temps, parfois un calcul, où il cherchait uniquement du plaisir profitable. Il sortait tranquille de chez ses maîtresses, rentrait se coucher heureux de sa liberté de garçon, sans un regret ni un souci au cœur, tandis que, maintenant, son cœur battait d'angoisse. Sa vie était prise. Il n'avait plus l'oubli du sommeil. Dans son grand lit solitaire, toujours Denise le possédait. Même à cette minute, il n'y avait qu'elle, et il songeait qu'il préférait être là pour la protéger, tout en suivant l'autre avec la peur de quelque scène fâcheuse. D'abord, ils traversèrent la chambre à coucher, silencieuse et vide. Puis madame Desforges, poussant une porte, passa dans le cabinet où Mouret entra derrière elle. En entrant, Mouret avait trouvé Denise toute droite, au milieu de la vive lumière. Elle était très pâle, modestement serrée dans une jaquette de cachemire, coiffée d'un chapeau noir, et elle tenait sur un bras le manteau acheté au Bonheur. Lorsqu'elle vit le jeune homme, ses mains eurent un léger tremblement. « Je veux que monsieur juge, reprit Henriette. Aidez-moi, mademoiselle. » Et Denise, s'approchant, dut lui remettre le manteau. Dans un premier essayage, elle avait posé des épingles aux épaules qui n'allaient pas. Henriette se tournait, s'étudiait devant l'armoire. « Est-ce possible ? Parlez franchement !»« En effet, madame, il est manqué, dit Mouret pour couper court. C'est bien simple, mademoiselle va vous prendre mesure et nous vous en ferons un autre. »« Non, je veux celui-ci. J'en ai besoin tout de suite, reprit-elle avec vivacité. Seulement il m'étrangle la poitrine, tandis qu'il fait une poche là entre les épaules. Et puis, de sa voix sèche, « Quand vous me regardez, mademoiselle, ça ne corrigera pas le défaut. Cherchez, trouvez quelque chose, c'est votre affaire. » Denise, sans ouvrir la bouche, recommença à poser des épingles. Cela dura longtemps. Il lui fallait passer d'une épaule à l'autre. Même elle dut un instant se baisser, s'agenouiller presque pour tirer le devant du manteau. Au-dessus d'elle, s'abandonnant à ses soins, madame Desforges avait le visage dur d'une maîtresse difficile à contenter. Heureuse de rabaisser la jeune fille à cette besogne de servante. Elle lui donnait des ordres brefs, en guettant sur la face de Mouret les moindres plis nerveux. « Mettez une épingle ici. Et non, pas là, près de la manche, ici. Et prenez garde, vous me piquez maintenant. » À 2 reprises encore, Mouret tâcha vivement d'intervenir pour faire cesser cette scène. Son cœur bondissait sous l'humiliation de son amour, et il aimait Denise davantage, d'une tendresse émue devant le beau silence qu'elle gardait. Si les mains de la jeune fille tremblaient toujours un peu d'être ainsi traitée en face de lui, elle acceptait les nécessités du métier avec la résignation fière d'une fille de courage. Quand madame Desforges comprit qu'il ne se trahirait pas, elle chercha autre chose. Elle inventa de sourire à Mouret, de l'afficher comme son amant. Alors, les épingles étant venues à manquer, «
Tenez, mon ami, regardez dans la boîte d'ivoire sur la toilette. Vraiment, elle est vide. Oh, soyez aimable, regardez donc sur la cheminée de la chambre. Vous savez, au coin de la glace. Et elle le mettait chez lui, l'installait en homme qui avait couché là, qui connaissait la place des peignes et des brosses. Quand il lui rapporta une pincée d'épingles, elle les prit une par une, le força de rester debout près d'elle, le regardant, lui parlant à voix basse. « Je ne suis pas bossu, peut-être. Donnez votre main, tâtez les épaules, par plaisir. Est-ce que je suis faite ainsi ?» Denise, lentement, avait levé les yeux, plus pâle encore, et s'était remise à piquer en silence les épingles. Mouret n'apercevait que les lourds cheveux blonds tordus sur la nuque délicate, mais au frisson qui les soulevait, il croyait voir le malaise et la honte du visage. Maintenant, elle le repousserait. Elle le renverrait à cette femme qui ne cachait même pas sa liaison devant les étrangers. Et des brutalités lui venaient au poignet. Il aurait battu Henriette. Comment la faire taire? Comment dire à Denise qu'il l'adorait, qu'elle seule existait à cette heure, qu'il lui sacrifiait toutes ses anciennes tendresses d'un jour? Une fille n'aurait pas eu les familiarités équivoques de cette bourgeoise. Il retira sa main et répéta « Vous avez tort de vous entêter, madame, puisque je trouve moi-même que ce vêtement est manqué. » Un de ces becs de gaz sifflait, et dans l'air étouffé et moite de la pièce, on n'entendit plus que ce souffle ardent. Les glaces de l'armoire reflétaient de larges pans de clarté vive sur les tentures de soie rouge où dansaient les ombres des deux femmes. Un flacon de verveine qu'on avait oublié de reboucher exhalait une odeur vague et perdue de bouquets qui se fanent. « Voilà, madame, tout ce que je puis faire, » dit enfin Denise en se relevant. Elle se sentait à bout de force. 2 fois elle s'était enfoncé les épingles dans les mains, comme aveuglée, les yeux troubles. Était-il du complot? L'avait-il fait venir pour se venger de ses refus, en lui montrant que d'autres femmes l'aimaient? Et cette pensée la glaçait. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais eu besoin d'autant de courage, même aux heures terribles de son existence où le pain lui avait manqué. Ce n'était rien encore d'être humiliée ainsi, mais de le voir presque au bras d'une autre, comme si elle n'eût pas été là. Henriette s'examinait devant la glace. De nouveau, elle éclata en paroles dures. « C'est une plaisanterie, mademoiselle. Il va plus mal qu'auparavant. Regardez comme il me bride la poitrine. J'ai l'air d'une nourrice. » Alors, Denise, poussée à bout, eut une parole fâcheuse. « Madame est un peu forte. Nous ne pouvons pourtant pas faire que madame soit moins forte. » « Forte, forte, répéta Henriette qui blêmissait à son tour. Voilà que vous devenez insolente, mademoiselle. En vérité, je vous conseille de juger les autres. Toutes deux, face à face, frémissantes, se contemplaient. Il n'y avait désormais ni dames ni demoiselles de magasin. Elles n'étaient plus que 2 femmes, comme égalées dans leur rivalité. L'une avait violemment retiré le manteau pour le jeter sur une chaise, tandis que l'autre lançait au hasard sur la toilette les quelques épingles qui lui restaient entre les doigts. « Ce qui m'étonne, reprit Henriette, c'est que M. Mouret tolère une pareille insolence. Je croyais, monsieur, que vous étiez plus difficile pour votre personnel. » Denise avait retrouvé son calme brave. Elle répondit doucement. « Si M. Mouret me garde, c'est qu'il n'a rien à me reprocher. Je suis prête à vous faire des excuses s'il l'exige. » Mouret écoutait, saisi par cette querelle, ne trouvant pas la phrase pour en finir. Il avait l'horreur de ces explications entre femmes, dont l'âpreté blessait son continuel besoin de grâce. Henriette voulait lui arracher un mot qui condamna la jeune fille, et comme il restait muet, partagé encore, elle le fouetta d'une dernière injure. « C'est bien, monsieur, qu'il faut que je souffre chez moi des insolences de vos maîtresses. Une fille ramassée dans quelque ruisseau. » 2 grosses larmes jaillirent des yeux de Denise. Elle les retenait depuis longtemps, mais tout son être défaillait sous l'insulte. Quand il la vit pleurer ainsi, sans répondre par une violence d'une dignité muette et désespérée, Mouret n'hésita plus. Son cœur allait vers elle, dans une tendresse si immense. Il lui prit les mains, il balbutia « Partez vite, mon enfant, oubliez cette maison. » Henriette, pleine de stupeur, étranglée de colère, les regardait. « Attendez !» continua-t-il en pliant lui-même le manteau. « Remportez ce vêtement, madame en rachètera un autre ailleurs. Et ne pleurez plus, je vous en prie, vous savez quelle estime j'ai pour vous. » Il l'accompagna jusqu'à la porte qu'il referma ensuite. Elle n'avait pas prononcé une parole.
Seulement une flamme rose était montée à ses joues, tandis que ses yeux se mouillaient de nouvelles larmes d'une douceur délicieuse. Henriette, qui suffoquait, avait tiré son mouchoir et s'en écrasait les lèvres. C'était le renversement de ses calculs, elle-même prise au piège qu'elle avait tendu. Elle se désolait d'avoir poussé les choses trop loin. Être quittée pour une pareille créature, se voir dédaignée devant elle, son orgueil souffrait plus que son amour. « Alors, c'est cette fille que vous aimez, dit-elle péniblement, quand ils furent seuls. Mouret ne répondit pas tout de suite. Il marchait de la fenêtre à la porte, en cherchant à vaincre sa violente émotion. Enfin, il s'arrêta, et très poliment, d'une voix qu'il tâchait de rendre froide, il dit avec simplicité « Oui, madame ». Le bec de gaz sifflait toujours dans l'air étouffé du cabinet. Maintenant, les reflets des glaces n'étaient plus traversés d'ombres dansantes. La pièce semblait nue, tombée à une tristesse lourde, et Henriette s'abandonna brusquement sur une chaise, tordant son mouchoir entre les doigts fébriles, répétant au milieu de ses sanglots « Mon Dieu, que je suis malheureuse !» Il la regarda quelques secondes, immobile, et puis, tranquillement, s'en alla. Lorsque Mouret entra dans le petit salon, il n'y trouva plus que Valagnosc. Comme il se sentait tout secoué encore, il s'assit au fond de la pièce, sur un canapé, et son ami, en le voyant défaillir, vint charitablement se planter devant lui pour le cacher aux regards curieux. D'abord ils se contemplèrent, sans échanger un mot. Et puis Valagnosc, que le trouble de Mouret semblait égayer en dedans, finit par demander de sa voix goguenarde « Tu t'amuses ?» Mouret ne parut pas comprendre tout de suite. Mais lorsqu'il se fut rappelé leurs conversations anciennes sur la bêtise vide et l'inutile torture de la vie, il répondit « Oh, sans doute je n'ai jamais tant vécu. » Il baissa la voix, il continua gaiement sous ses larmes mal essuyées. « Oui, tu sais tout, n'est-ce pas? Elles viennent à elles deux de me lâcher le cœur. Mais c'est encore bon, vois-tu, presque aussi bon que des caresses, les blessures qu'elles font. Je suis brisée, je n'en peux plus. Qu'importe, tu ne saurais croire combien j'aime la vie. Oh, je finirai par l'avoir, cet enfant qui ne veut pas. » Valagnosc dit simplement « Et après ?»« Après, tiens, je l'aurai, n'est-ce pas assez ?» Valagnosc exagérait son pessimisme. À quoi bon tant travailler, puisque l'argent ne donnait pas tout? C'est lui qui aurait fermé boutique et qui se serait allongé sur le dos pour ne plus remuer un doigt le jour où il aurait reconnu qu'avec des millions, on ne pouvait même pas acheter la femme désirée. « Eh bien, j'aime mieux m'étourdir. Crever pour crever, je préfère crever de passion. » Ils rirent tous les deux. Cela leur rappelait leur vieille discussion du collège. Valagnosc, d'une voix molle, se plut alors à étaler la platitude des choses. Il mettait une sorte de fanfaronnade dans l'immobilité et le néant de son existence. Oui, il s'ennuierait le lendemain au ministère, comme il s'y était ennuyé la veille. Mouret lui ayant parlé de son mariage avec madame de Boves, il répondit que, malgré l'obstination de la tante à ne pas mourir, l'affaire allait être conclue. Du moins il le pensait. Les parents étaient d'accord, lui affectaient de n'avoir pas de volonté. Pourquoi vouloir ou ne pas vouloir, puisque jamais ça ne tournait comme on le désirait? Mouret s'était remis. Il songeait à s'échapper, mais il ne voulait pas que son départ eût l'air d'une fuite. Aussi, résolu à prendre une tasse de thé, entra-t-il dans le grand salon avec son ami, plaisantant l'un et l'autre. Le baron Hartmann lui demanda si le manteau allait enfin, et sans se troubler, Mouret répondit qu'il y renonçait pour son compte. Il y eut une exclamation. Pendant que madame Marty se hâtait de le servir, madame de Boves accusait les magasins de tenir toujours les vêtements trop étroits. Entre chaque phrase, il buvait une cuillerée de thé. « Voilà un manteau terrible !» fit remarquer madame Marty. « Henriette ne s'en sort pas. » En effet, cette absence prolongée commençait à gêner tout le monde, mais à l'instant même, madame Desforges reparut. « Vous y renoncez aussi ?» cria gaiement madame de Boves. « Comment ça ?»« Oui, monsieur Mouret nous a dit que vous ne pouviez vous en tirer. » Henriette montra la plus grande surprise. Monsieur Mouret a plaisanté. Ce manteau ira parfaitement. Elle semblait très calme, souriante. Sans doute elle avait baigné ses paupières, car elles étaient fraîches, sans une rougeur.
Tandis que tout son être tressaillait et saignait encore, elle trouvait la force de cacher sa torture sous le masque de sa bonne grâce mondaine. Ce fut avec son rire accoutumé qu'elle présenta des sandwichs à Valagnosc. Le baron, seul, qui la connaissait bien, remarqua la légère contraction de ses lèvres et le feu sombre qu'elle n'avait pu éteindre au fond de ses yeux. Il devina toute la scène. « Mon Dieu, chacun son goût !» disait madame de Boves en acceptant elle aussi un sandwich. « Je connais des femmes qui n'achèteraient pas un ruban ailleurs qu'au Louvre, d'autres ne jurent que par le bon marché. C'est une question de tempérament, sans doute. » « Le bon marché est bien province, murmura madame Marty, et on est bousculé au Louvre. » Ces dames étaient retombées sur les grands magasins. Mouret dut donner son avis. Il revint au milieu d'elles et affecta d'être juste. Une excellente maison que le bon marché, solide, respectable. Mais le Louvre avait certainement une clientèle plus brillante. « Enfin, vous préférez le bonheur des dames » dit le baron, souriant. « Oui, répondit tranquillement Mouret. Chez nous, on aime les clientes. » Toutes les femmes présentes furent de son avis. C'était bien cela. Elles se sentaient en continuelle flatterie, en bonheur. L'énorme succès du magasin venait de cette séduction galante. « À propos, demanda Henriette, qui voulait montrer une grande liberté d'esprit, « et ma protégée, qu'en faites-vous, monsieur Mouret? Vous savez, mademoiselle de Fontenailles. » Et, se tournant vers madame Marty, « Une marquise, ma chère, une pauvre fille tombée dans la gêne. » « Mais, dit Mouret, elle gagne ses 3 francs par jour à coudre des cahiers d'échantillons, et je crois que je vais lui faire épouser un de mes garçons de magasin. »« Fi, l'horreur !» cria madame de Boves. Il la regarda. Il reprit de sa voix calme. « Pourquoi donc, madame? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour elle épouser un brave garçon, un gros travailleur, que de courir le risque d'être ramassée par des fainéants sur le trottoir ?» Valagnosc voulut intervenir en plaisantant. « Ne le poussez pas, madame, il va vous dire que toutes les vieilles familles de France devraient se mettre à vendre du calicot. »« Mais, déclara Mouret, pour beaucoup d'entre elles, ce serait au moins une fin honorable. » On finit par rire. Le paradoxe semblait un peu fort. Lui continuait à célébrer ce qu'il appelait l'aristocratie du travail. Une faible rougeur avait coloré les joues de madame de Boves, que sa gêne, réduite aux expédients, enrageait, tandis que madame Marty, au contraire, approuvait, prise de remords, en songeant à son pauvre mari. Justement, le domestique introduisit le professeur qui venait la chercher. Il était plus sec, plus desséché par ses dures besognes dans sa mince redingote luisante. Quand il eut remercié madame Desforges d'avoir parlé pour lui au ministère, il jeta vers Mouret le regard craintif d'un homme qui rencontre le mal dont il mourra, et il resta saisi d'entendre ce dernier lui adresser la parole. « N'est-ce pas, monsieur, que le travail mène à tout ?»« Le travail et l'épargne, répondit-il avec un léger grelottement de tout son corps. « Ajoutez l'épargne, monsieur. » Cependant, Boutemont était demeuré immobile dans son fauteuil. Les paroles de Mouret sonnaient encore à ses oreilles. Il se leva enfin et vint dire tout bas à Henriette. « Vous savez, il m'a signifié mon congé. Oh, très gentiment. Mais, du diable, il ne s'en repent pas. Je viens de trouver mon enseigne aux 4 saisons et je me plante près de l'opéra. » Elle le regarda, ses yeux s'assombrirent. « Comptez sur moi, j'en suis. Attendez. » Et elle attira le baron Hartmann dans l'embrasure d'une fenêtre. Sans attendre, elle lui recommanda Boutemont, le donna comme un gaillard qui allait à son tour révolutionner Paris en s'établissant à son compte. Quand elle parla d'une commandite pour son nouveau protégé, le baron, bien qu'il ne s'étonnât de rien, ne put réprimer un geste d'effarement. C'était le 4e garçon de génie qu'elle lui confiait. Il finissait par se sentir ridicule, mais il ne refusa pas nettement. L'idée de faire naître une concurrence au bonheur des dames lui plaisait même assez, car il avait déjà inventé, en matière de banque, de se créer ainsi des concurrences pour en dégoûter les autres. Et puis, l'aventure l'amusait. Il promit d'examiner l'affaire. « Il faut que nous causions ce soir, » revint dire Henriette à l'oreille de Boutemont. « Vers 9 heures. Ne manquez pas, le baron est à nous. » À ce moment, la vaste pièce s'emplissait de voix. Mouret, toujours debout au milieu de ces dames, avait retrouvé sa bonne grâce. Il se défendait gaiement de les ruiner en chiffon. Il offrait de démontrer, chiffres en main, qu'il leur faisait économiser 30% sur leurs achats.
Le baron Hartmann le regardait, repris d'une admiration fraternelle d'ancien coureur de Guilledou. Allons, le duel était fini. Henriette restait par terre, elle ne serait certainement pas la femme qui devait venir, et il crut revoir le profil modeste de la jeune fille qu'il avait aperçue en traversant l'antichambre. Elle était là, patiente, seule, redoutable dans sa douceur. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.